Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Serra pour faire changement. Je m'appelle Jean-Félix Perrault, je suis cofondateur de Serra Santé Communautaire, une entreprise qui vise à rendre les services accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Le podcast Serra pour faire changement, c'est un podcast où on discute avec des entrepreneurs, des thérapeutes, des philosophes et tous les gens qui essayent de faire de notre monde un monde meilleur. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit William Walker et Minh Pham, les deux cofondateurs de NAC. Ces deux gars-là, c'est deux gars authentiques, mais surtout exemplaires dans leur accomplissement, tant au niveau sportif qu'au niveau entrepreneurial. Donc, en 2016, ils ont créé NAC, une entreprise qui vise à démocratiser la consommation d'insectes grâce à des barres énergétiques faites à base de poudre de grillon. William et Minh, c'est deux gars passionnés d'endurance, d'alimentation et de développement durable. Donc, j'ai vraiment aimé ça, cette discussion-là, parce que ça traitait surtout de performance. Puis, c'est un sujet, je pense, qu'on gagne à explorer, j'ai l'impression, parce que je pense qu'on est tous confrontés à ça dans nos vies personnelles, que ce soit au travail ou dans les sports ou dans nos loisirs ou dans notre famille. C'est-à-dire que, tu sais, on a une notion de perfection qui est reliée un petit peu à la performance. Tu sais, la performance, c'est vouloir accomplir quelque chose dans notre vie de façon le plus optimale possible. Puis personnellement, je pense que c'est relié à l'ego. Donc, l'ego, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui nous met en mouvement. Si on n'avait pas d'ego, je pense que on accepterait tout ce qui est autour de nous sans vouloir le changer. L'ego, c'est donc pas une mauvaise chose. L'ego, c'est ce qui nous pousse à vouloir faire de notre monde un monde meilleur. Je pense que sans ego, on est inactif, on serait bien, on n'aurait pas de questionnements mentaux, mais malheureusement, on est des êtres vivants qui se questionnent, puis qui sont en quête de sens, puis de bonheur, puis d'expériences nouvelles, puis de connexion. Donc voilà, je pense que si on explore la performance, c'est pas parce que c'est nécessairement quelque chose de mal, hein, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Puis je pense que les deux gars de NAC, ben eux, ils l'incarnent à fond, cette performance-là. Puis heureusement qu'on a des gens comme ça qui sont prêts à se défoncer pour faire de notre monde un monde meilleur. C'est pas le médium ou la façon de faire de tout le monde, mais en même temps, je pense qu'on gagne à apprendre un petit peu ou apprendre un peu de ce côté-là. Donc, j'étais vraiment content qu'on puisse explorer ça avec eux de façon vraiment approfondie. Je pense que si on peut tous prendre un petit peu de ce côté-là, en tout cas pour les gens qui ont envie de faire une différence, ben ça peut vraiment nous aider à être inspirés puis motivés. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, ben, Minh, William, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation puis de me recevoir dans vos bureaux. C'est plaisir. Ouais, Merci c'est très Jean-Félix cool. pour l'invitation. Ouais, beau vibe là, dans votre bureau, c'est très cool. Là. Merci. Fait que je regarde un peu vos réseaux sociaux parce que on se connaît depuis déjà un petit bout. Puis j'ai vu que vous avez eu des performances assez solides dans diverses sphères, notamment à course à pied. Pouvez-vous me parler de ça un petit peu? Mais en fait, pour raconter un peu notre histoire avec Minh, c'est sûr qu'on a un background qui a toujours été dans le sport. On a toujours fait du sport depuis qu'on est enfant. Donc on a été bercé là-dedans, on a été éduqué là-dedans, on a appris énormément là-dedans en termes de valeurs et de qui on est aujourd'hui. Donc c'est une grosse partie de notre personnalité. Et pour parler de moi, j'ai commencé par la natation. Le moment où j'ai vraiment fait du sport de manière intense, c'était avec la natation à partir de mon lycée. Donc de mes 15-16 ans à peu près. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner à peu près, je dirais, entre 10 et 15 heures par semaine. Oh, okay. Donc ça commençait à être vraiment, vraiment très intense, à participer au championnat de France et à vivre vraiment la vie d'un jeune en sport-études à fond dans le sport et à manger sport, à vivre vraiment pour le sport. Puis à côté, j'avais les études un petit peu parce que j'étais obligé de le faire. Ouais, mais souvent, les
les athlètes, là, ils sont souvent aussi performants à l'école. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, j'étais vraiment correct à l'école, vraiment facile. Je faisais vraiment juste le minimum pour pouvoir passer les examens puis avoir ce que j'avais à faire, mais j'ai jamais eu aucun problème à l'école, ouais, toujours beaucoup de facilité. Ok, donc là, t'as commencé par la natation, puis éventuellement t'as cheminé vers d'autres sports aussi? Exact. En fait, après ça, donc je suis venu au Québec, j'ai fait mes études au Québec. Finalement, j'ai rencontré Mine, et puis là, on a commencé le triathlon tous les deux ensemble. Mais on n'avait pas du tout de background en triathlon à l'époque. Et puis de fil en aiguille, étant deux personnes extrêmement compétitives, on a commencé à justement vouloir performer de plus en plus, s'entraîner de plus en plus, et puis finalement à se retrouver à participer aux championnats du monde de triathlon amateur qui ont eu lieu au Mexique il y a 2 ans, enfin en 2016 en fait, il y a 3 ans. Et puis c'est là que on a commencé un peu à s'inscrire dans le paysage des sportifs en fait au Québec, quoi. Ah ouais. Puis dans le fond, vous êtes deux Français, c'est ça? Ouais, exact. Okay. Puis vous connaissez pas en France, vous êtes connus ici, là? On s'est connus ici, ouais. Okay. Puis Mine peut parler un peu de son parcours aussi sportif. Ouais, moi mon sport à la base c'est le tennis. Le tennis ça a rien à voir avec le triathlon, donc c'est vraiment 2 sports avec une mentalité, une philosophie très très différente. Moi j'ai toujours été habitué, tu sais, à avoir cette confrontation directe. Un match de tennis c'est comme je compare ça pas mal avec un match de boxe, tu sais, où t'as une confrontation, tu sais, directe avec ton opposant. Ouais, puis l'aspect mental est vraiment, tu sais, ça prend beaucoup de place là au tennis comme à la boxe, là. Oui, absolument. Tu sais, il y a tellement de choses que tu peux capter, tu sais, de l'autre côté du filet, juste en regardant ton adversaire, puis tu sens quand il a ses moments de faiblesse, tu peux capitaliser dessus, tu sais, pour lui mettre la pression. Donc j'adore ce jeu vraiment, tu sais, psychologique et stratégique qu'il y a dans le tennis. Puis comme le disait William, donc on s'est rencontrés ici à Montréal il y a 7 ans maintenant. Puis j'ai découvert les sports d'endurance avec le triathlon, puis j'ai adoré l'aspect aussi, tu sais, très très mental, qui a rien à voir avec des sports de raquettes comme le tennis, le badminton ou le ping-pong. Puis c'est vraiment aller chercher, tu sais, tes limites dans la douleur, puis ce que t'es capable de t'infliger. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Ouais, c'est exactement vers ça que je veux m'en aller, là, puis qu'on parle d'endurance puis d'entrepreneuriat. Mais avant, j'aimerais ça que vous me parliez de vos exploits, là, de qu'est-ce qui vos exploits de l'été, ceux que j'ai vus. Puis après ça, on parlera de ceux qui vous rendent le plus fier, genre. Ouais, bah il y a toujours des hauts et des bas évidemment dans le sport là, puis dans chacune des saisons qu'on passe. Moi, l'événement de cet été, je dirais, c'est le marathon. En fait, j'ai participé au marathon de Montréal. C'était mon premier marathon. Wow. J'avais déjà couru des distances marathon, mais jamais pour un marathon spécifiquement dans lequel je me suis donné à fond. Donc, je dirais que j'avais quand même certaines attentes. Je m'étais relativement bien entraîné et préparé pour ce marathon spécifiquement. Et j'ai terminé le marathon en 24e position en 2h54 et puis premier de mon groupe d'âge. Wow, donc, en bas de 3 heures, c'est fou, là. Ouais, en bas de 3 heures, c'est fou. C'était vraiment mon objectif. Je partais justement sur un 2h55. Donc je suis vraiment content. Une bonne gestion de course. J'ai vraiment pris mes précautions parce que quand je dis on apprend aussi au travers des différents échecs qu'on a. 2 semaines plus tôt, j'avais couru un 65 km qui était l'UTHC d'Arikana, dans lequel j'ai dû justement abandonné à peu près au 41e, 43e kilomètre. Justement pour de multitudes de raisons, mais notamment parce que j'étais vraiment parti trop fort. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire une course qui a été mieux gérée dans mon effort de A à Z. Mais on s'entend que t'es parti fort pareil pour finir... Oui. Tu sais, c'est quoi la vitesse du kilomètre quand tu fais ça en bas de 3 heures? Ça, c'est 4 minutes et 8 secondes par kilomètre. C'est fou, là. Ça, c'est quand même fou, là. Toi, Mine? Alors moi, j'ai fait un marathon aussi en début de saison à Ottawa. Puis ça a été une grosse leçon là, une grosse leçon d'humilité. Ah ouais? Justement, je visais le sub 3 heures, puis au final, j'ai fait 3h01. Ah ben là, t'aurais pu forcer quand même, là. Ah oui. Je confirme qu'il a tout donné. Ouais, non, mais c'est clair, je fais des blagues parce que c'est un exploit, tu sais. Ah ouais, c'était vraiment dur, hein. Je suis allé chercher les ressources au fond de moi-même, puis Will, il m'a donné un petit coup de boost à la fin, il m'a pacé sur la fin du parcours, puis je peux te dire que je suis allé vraiment très très loin dans la douleur. Ouais. Je suis très fier de ma course, même si c'est pas tu sais le temps que j'espérais en dessous de 3 heures pour le marathon, mais l'expérience a été vraiment fantastique. Tu sais, ce que j'adore avec la course à pied, c'est que t'apprends vraiment sur toi-même en permanence. Tu fais une nouvelle course, t'apprends.
à chaque fois. Ouais. Puis après, j'ai fait un 65 km, celui où William a abandonné parce qu'il est parti trop vite. Ouais. Il est vraiment parti comme une fusée au début, puis c'était vraiment très très ambitieux. Et puis je l'ai rejoint, je l'ai vu au ravito. Je crois que c'était du 42e kilomètre, donc arrivé au marathon. Puis j'ai halluciné quand je l'ai vu là. Donc il vient me voir et me dit qu'il avait abandonné. Ah ouais. Et moi c'était justement à ce moment-là que je commençais à avoir un high. Moi j'ai vécu une course vraiment très très différente. Je suis parti plus mollo. J'ai eu des problèmes physiques dès le départ avec mes chaussures que j'avais trop serrées, tu vois. Ok. Donc c'est dans les petits détails, hein. Exactement. Tous les détails comptent. Avec le stress de la course, je les avais un peu trop serrés, donc j'ai eu des ampoules aux pieds assez rapidement et j'ai dû combattre ça pendant genre 20-30 kilomètres. Donc j'ai couru avec de la douleur, puis un moment j'ai fait avec. Et c'était comme si, tu sais, à partir du 40e kilomètre, je ressentais plus du tout la douleur et les ampoules. Et là, j'ai fait une fin de course vraiment très très bonne. Donc très fier d'avoir fini cette course-là, le 65. Ouais, mais Mine a quand même une capacité assez incroyable à faire abstraction de tous les événements, en fait, toutes les choses qui sont extérieures et puis qui viennent l'impacter négativement pour voir uniquement les choses positives. Ah ouais. Et avancer dans la direction et dans un seul but avec la vision d'aller au bout des choses à cet endroit-là. Et ça, c'est assez hallucinant parce que commencer une course, avoir des ampoules au 10e kilomètre quand tu sais que tu pars pour 65 kilos, c'est toute une performance déjà. Ben ouais, puis j'imagine que là tu parles pas juste au niveau sportif là. Non, c'est dans la vie en règle générale. Ça se transpose à l'entrepreneuriat. Puis c'est un peu ça qui faisait que j'avais envie de passer en entrevue, de faire le podcast avec vous. C'est parce que je sais que les deux, le sport puis l'entrepreneuriat, c'est tellement proche. C'est juste vraiment pas sur le même niveau, tu sais, dans le fond. Fait que vous autres, vous avez sûrement vécu des murs physiques là, puis psychologiques, j'imagine, presque à chaque course, probablement. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de comment ça se passe dans votre tête puis à quoi vous pensez quand vous arrivez là, genre. Sur un moment où on a arrêté ou sur un moment où on a continué? Comme tu veux, ça peut être les deux, là. Mais ouais, surtout, c'est, dans le fond, c'est où vous allez chercher cette motivation-là de continuer puis de puiser dans des trucs, dans des ressources que vous avez quasiment plus au final, tu sais. Je pense que c'est assez difficile de mettre des mots là-dessus, là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, comme si c'était une certaine logique de toujours aller au bout, de jamais rien lâcher, de jamais abandonner. Une des courses, moi, qui m'a vraiment le plus marqué. Après, je pense qu'on a tous des prédispositions là dans différents domaines ou différents types de courses. Moi, je pense pas être tant que ça un athlète de longue distance, même si on a déjà eu beaucoup d'expérience dans la longue distance. Mais pour moi, un des plus gros défis qu'on ait fait, c'était le Canadaman qu'on a fait en 2017. Le Canadaman, c'est un Ironman sur un circuit entre guillemets extrême qui demande d'avoir plus de 4000 mètres de dénivelé positif sur la course. Ça veut dire que sur le parcours de vélo qui fait 180 km, il y avait 2500 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment important. Puis sur la partie course à pied, c'était une grosse portion de la course à pied qui était dans du trail en fait, avec 1500 mètres de dénivelé positif et donc qui se terminait en haut du mont Mégantic. Wow. Donc pendant cette course-là qui nous a pris à peu près 13 heures à compléter, là, c'est quand même un long effort, là, on part c'est pour deux fois. Ouais, c'est ça, c'est aller en Abitibi puis revenir. C'est ça. Donc c'est quand même une longue journée au travail, comme on dit. Ouais. Et dans cette logique-là, bizarrement, tu pars quand même sur un rythme de course. C'est-à-dire que quand tu nages quand même à un pace qui est vraiment élevé. Quand tu pédales, t'es quand même toujours à ton maximum. Au point où tu sais que à ce rythme-là, tu vas aller au bout de la course, mais tu te pousses toujours au maximum. On n'a jamais, rarement en tout cas, pris le départ d'une course simplement pour aller au bout, pour la terminer. C'est toujours dans une logique d'essayer en plus de ça, d'avoir une performance pendant cette course-là, de défendre notre position ou de continuer d'avancer. Et moi, pendant la course là, sur la partie vélo, déjà j'ai rapidement compris que j'étais pas dans une très bonne journée. Au bout du 30e kilomètre, je sentais que j'avais déjà les jambes lourdes. Et je me suis rendu à un moment donné au 120e kilomètre. Puis je me dis, je vais m'arrêter 2 petites secondes pour me nourrir un peu plus qu'avec des barres qu'on mangeait tout au long du parcours. Et donc je m'arrête, je mets les pieds au sol du vélo, puis là je commence à repartir. Et là j'ai mon dos qui se bloque. Ah non. Et je me dis, ok, bon, il me reste encore un 60 km à faire à vélo, j'ai un marathon à courir derrière.
et j'ai le dos qui est complètement bloqué, je comprends pas ce qui se passe, j'aurais pas dû m'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là tu commences à tout remettre en question, mais tu te dis non, faut continuer, faut aller au bout. Donc je continue à pédaler debout sur mon vélo parce que quand je m'asseyais ça me faisait trop mal. Et puis à un moment donné j'essaye de comprendre, tu sais, c'est quoi qui crée ce blocage là. Puis en fait je me suis rendu compte que depuis le matin j'avais pas uriné. Et j'ai commencé à uriner sur mon bike, mais vraiment à me pisser dessus, quoi. En pédalant. En pédalant, j'attendais d'avoir des descentes parce que sinon tu peux pas vraiment le faire. Ouais. Et là ça a commencé à me débloquer le dos, puis j'ai commencé à pouvoir continuer à pédaler, à avancer, quoi. Ah, tu sentais pas l'envie, genre. Non. Wow. Okay. Et ça, c'est quand même un exploit, hein. Arriver à uriner sur son vélo en pleine action. J'arrive pas à le faire. Et il y a très peu d'athlètes qui arrivent à le faire. J'arrive à le faire en nageant aussi. Ouais, mais en nageant, sans arrêter. Ouais, c'est vraiment pas facile. Wow, hey, c'est loin des gens qui ont de la misère à uriner parce qu'il y a des gens à côté, à l'autre urinoir d'à côté, là. Ah oui. Ouais. Faut pas avoir peur parfois. Mais imagine quand même le degré de compétition de William. Tu vois, le gars, il veut pas perdre une seconde sur le parcours pour s'arrêter de pisser. Ouais. Tu vois. C'est ça qui me frappe, c'est que William, il est ultra focus, il veut avancer, et d'ailleurs, il prend pas assez le temps de se nourrir parce qu'il veut pas perdre une seule seconde. Donc c'est ça vraiment qui me fait. Tu manges pas pendant 13 heures. Non, je mange, mais tu sais, sur le vélo, quoi, j'ouvre mes barres au fur et à mesure, et quel genre de barres? Les barnacs, évidemment. Ouais, sur cette course-là, j'avais mangé, je pense, 8 ou 9 barnacs pendant la course. Pendant la journée, ouais. Ah, c'est cool, ça. Mais c'était aussi une manière d'essayer de prouver l'efficacité de nos produits, tu sais. On est aussi des propres athlètes de notre marque, donc vous êtes les propres influenceurs, là, dans un sens. Donc on veut tester, tu sais, on veut voir c'est quoi les limites aussi de nos produits, quelles sont les choses à améliorer. On est les premiers consommateurs, c'est vraiment intéressant pour ces raisons-là aussi. Puis est-ce que vous avez comme découvert des trucs, justement, en les testant vous-même, comme ok, non, ça marche pas, ou il y a un petit manque dans cette chose-là, tu sais, est-ce que vous-même vous les avez améliorés à cause de votre expérience? Je pense que oui, définitivement, il y a plein de choses dont on se rend compte aussi, le fait d'être dans la communauté puis d'avoir d'autres personnes autour de nous qui les consomment. On est naturellement vraiment à chercher l'information puis à poser des questions pour essayer de justement d'apprendre sur nos produits. On a toujours cette quête un petit peu de faire mieux. Donc on remet toujours beaucoup de choses en question, mais quand c'est ton produit, t'as quand même une certaine tu peux pas toujours te rendre compte de tout. Parfois, tu vas te voiler aussi un petit peu la face, tu sais, en me disant mon produit il est bien, mon produit il goûte bon, mais on a quand même pendant plus d'1 an sur la première version de nos produits, on les a mangés et on trouvait qu'ils fonctionnaient super bien à l'effort. Puis je pense que c'est vraiment le cas. Mais on a complètement fait abstraction que le goût pouvait pas plaire à tout le monde. Et on se disait, ouais, c'est normal qu'il y ait des gens qui aiment pas les produits. Ouais, c'est vrai que c'est normal. C'est vrai que c'est normal, il y en a toujours, mais un peu trop. Ouais, ou changer, trouver peut-être une autre sorte de produit qui va plaire justement à ces gens-là qui aiment pas le goût. C'est ça. Mais au final, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un gap qui était trop important pour pouvoir plaire à la masse des gens, donc on a fait des améliorations vraiment drastiques sur le goût du produit. Ok, ouais. Donc c'est un peu un mix des choses. Il y a des choses que les gens vont te dire que tu vas pas nécessairement entendre. Faut arriver à avoir cette clairvoyance un petit peu de c'est quoi aussi les freins de l'entreprise, puis les priorités, tu sais, sur lesquelles tu dois travailler, parce que tu peux donner de l'importance ou pas de l'importance à différents feedbacks. Ça dépend vraiment de comment toi tu prends les choses puis comment tu l'interprètes. Ouais, parce qu'au final, c'est comme si vous avez vous-même un peu un biais par rapport à la chose. Fait que même si vous la testez, vous êtes pas nécessairement les meilleures personnes pour donner un feedback positif. Ouais. J'ai envie de revenir un peu, tu sais, on a fait un pas de l'avant, mais j'ai envie de revenir un peu, justement, on parlait d'endurance, puis Mine t'en parlait un peu là de comment l'aspect mental joue beaucoup dans le sport, puis comment vous réussissez à vous dépasser grâce au fait que vous êtes vraiment compétitif. Comment tu penses que ça joue dans comment vous êtes entrepreneur puis comment vous vivez cette expérience-là? Je pense que, tu sais, t'es entrepreneur, tu sais, tu résous des problèmes en permanence. T'es toujours, tu sais, confronté, un moment ça va bien, puis boum, tu te prends un mur, tu sais, comme un marathon. Exact. Ça va bien, puis tac, t'as une baisse d'énergie. C'est un peu pareil, tu sais, l'entrepreneuriat, tu sais, en général. Donc, faut être prêt à naviguer, tu sais, aussi bien quand il fait beau que dans des phases où il y a de la tempête. Donc faut garder un niveau vraiment constant, je dirais. Puis il faut être prêt mentalement à prendre du recul, tu sais, sur la situation. Moi ce que j'aime bien faire, tu sais, en tant qu'athlète, pendant mes courses, c'est vraiment prendre du recul par rapport à la douleur actuelle et me dire que
c'est juste un moment de down, mais que derrière, il va y avoir un meilleur moment qui va suivre derrière. Donc il faut juste traverser ça. Tu vois, donc c'est la philosophie que j'ai appliquée plus ou moins, tu sais, avec l'entrepreneuriat. Oui, il y a des fois où ça va mal, mais ça va mal aussi pour plein de monde. Puis faut toujours se préparer à l'après pour aller limiter le risque, pour faire en sorte que de suite t'ailles retrouver un moment meilleur. Mais pour ça prend d'avoir la bonne solution au bon moment, puis aussi être bien entouré, puis rassembler vraiment toutes tes connaissanses pour résoudre le problème actuel, tu vois. Donc c'est un peu un mix de tout. Ouais. Puis là vous êtes deux. Deux là-dedans, puis moi ce que je veux savoir c'est est-ce que Nak s'arrête de pisser des fois ou non? Dans le sens que ce que je veux dire c'est est-ce qu'il y a des moments de down genre puis vous les acceptez ou est-ce que quand ça ralentit vous pédalez plus fort genre? C'est vraiment ça, quand ça ralentit on pédale plus fort. On a eu plein de downs, on a eu plein de moments où on s'est dit ça va vraiment pas bien là, genre la compagnie elle pourrait fermer demain. Ouais. Mais le fait de s'accrocher, de vouloir jamais lâcher, on lâche rien. Rien, même quand ça va pas bien. Il y a des moments ce serait facile de lâcher ou d'arrêter ou de prendre une solution de facilité, mais on n'a jamais accepté ça, et dans tous les moments où on a eu des périodes difficiles et des périodes basses, c'est toujours des moments où on a pris des grandes décisions qui nous ont fait faire des gros pas en avant. Ah ouais, genre quoi? À chaque fois. Genre quoi? On a eu des problèmes, mettons, qui pourraient être sur la qualité des produits, tu vois. Ouais. Nos produits, ils goûtaient pas assez bon. Nos produits, ils nous mettaient dans une situation où on aurait pu se dire, la vélocité elle est pas là, le retour, client il est pas là, mais quand on a décidé en fait de tacler ce problème-là, puis d'aller de l'avant, on a fait un pas immense en avant avec la compagnie. Puis le tout c'est d'essayer d'analyser, d'essayer de te faire comprendre c'est quoi qui va pas bien. Puis je sais pas, je réfléchis à d'autres exemples, tu vois, qui pourraient être encore plus pertinents, mais je sais pas, t'as pas des exemples, Mine? T'es bon à chaque fois dans les idées là, de trucs difficiles qu'on a vécu. Qu'est-ce qu'on a eu comme on a eu tellement plein de problèmes. Ouais. Mais sinon tu sais, on dirait que moi ce que je vois, tu sais, c'est que puis c'est un peu on dirait que je m'attendais un petit peu à ça parce que moi je pense qu'on entreprend avec qui on est. Puis de vous voir avoir un sport, tu sais, évoluer dans le sport de cette façon-là, ça me surprend pas que ça soit comme ça que vous entreprenez, tu sais. Ouais. Parce que ce que j'observe dans le monde entrepreneurial, c'est que c'est beaucoup la mentalité de driver. Puis ce que je me demande, c'est est-ce que vous pensez que c'est la seule façon d'entreprendre ou qu'il y a quand même une façon peut-être un peu moins souffrante, tu sais, disons, parce que vous dealez avec la souffrance comme un guerrier dans le fond, tu sais, vous le faites à la course, mais est-ce que tu sais, vous le faites visiblement en entrepreneuriat. Ouais. J'ai pas vraiment de questions, mais je me demande, tu sais, de où vous pensez que ça vient, puis est-ce que c'est la seule façon pour vous de le faire, genre, puis... Mais je pense que, comme tu dis, en fait, c'est un style, en fait. Je pense que l'entreprise est à l'image de qui on est. Ouais. Nous, avec Mine, on est très pareil sur l'aspect compétition, sur l'aspect sportif, mais on est très différent sur plein d'autres choses. Mais je pense que ça transparaît énormément sur l'entreprise, et même auprès des employés, auprès de nos partenaires d'affaires, de tout ça, tu sais, genre, je pense qu'on est reconnu comme étant une entreprise de fonceurs, une entreprise, tu sais, qui veut donner le meilleur, qui se défonce tout le temps, qui travaille tout le temps. On est vraiment des gros bosseurs. On déconne aussi beaucoup, on a des gros moments, mais je te dirais qu'on est un peu des extrémistes dans ce milieu-là. On essaye de faire tout à fond, puis je pense que notre force à Mine, c'est pas d'être les plus intelligents, c'est probablement d'être les plus travailleurs. J'en connais beaucoup des gens puis qui entreprennent et qui bossent, et je pense que nous c'est une de nos plus grosses forces, donc on capitalise là-dessus aussi au maximum. C'est dans notre manière de faire, on est toujours devenu meilleur en travaillant plus, donc je pense que c'est vraiment très ancré au fond de nous, donc je pense pas qu'on pourrait vraiment entreprendre différemment, mais pour autant il y a vraiment des styles d'entrepreneurs différents. Je connais plein d'entrepreneurs qui bossent beaucoup moins que nous, qui sont beaucoup plus smart et qui vont prendre des décisions plus intelligentes pour travailler moins, parce que c'est aussi plus dans leur lifestyle, c'est plus dans leur manière de faire, et qui vont réussir tout autant, voire plus que nous. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes, quoi.
Ah, c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, je partage l'avis de Will sur le fait que oui, je pense que chacun a son style, puis il y a pas un style qui marche mieux qu'un autre, tu sais, mais ce qui est important de savoir, c'est que je pense que d'après toutes les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs, c'est t'es obligé de bosser, tu sais, pour que ça marche. Ouais. Puis après, nous, on est confrontés, tu sais, par rapport à notre industrie, on travaille sur un ingrédient qui est très novateur, le grillon. Il faut aller démocratiser ça. Faut pas avoir peur, tu sais, d'aller défoncer des portes pour aller tu sais convaincre les gens, puis faire notre place sur le marché, parce que tu sais c'est vraiment, on amène une nouvelle tendance. Ouais. Donc pour ça, je trouve que ça colle bien avec notre personnalité, tu sais, de fonceur. Mettons un entrepreneur qui aurait pas cette mentalité là et qui aurait peur de vendre ce produit là, ça fonctionnerait pas. Puis justement, c'est quoi les genres de freins que vous pensez que dans votre marché vous retrouvez, parce que vous êtes des pionniers, en tout cas au Québec, je sais pas ailleurs là, mais tu sais, comment vous vivez ça, cette différence-là que vous avez d'utiliser un produit qui est méconnu? Ben, ce qu'on pense, tu sais, c'est vraiment que notre différence, c'est notre force, là. Puis c'est souvent le cas, là. Je pense que pour percer, il faut quand même être vraiment différent, en tout cas pour créer un nouveau marché et tout ça. Donc moi, ce que j'aime vraiment voir, tu sais, c'est quand Mine il parle de, tu sais, d'aller défoncer des portes, tu sais, de se faire dire non. Tu voulais faire le lien, tu sais, avec tout ce qui est sport, mais c'est ça, c'est jamais abandonner. Tu te fais dire non, jamais perdre le moral. C'est comme une ampoule dans les baskets, là. On va avancer avec ça tout le long, puis on va jamais rien lâcher, on va aller au bout, on va aller convaincre toutes les personnes qu'il y a à convaincre, et ça se fait une personne à la fois, quoi. Donc, tu sais, quand je regarde ce qu'on fait, puis c'est souvent que je me dis, tu vois, quand, tu sais, Mine s'occupe vraiment des ventes dans la compagnie, donc c'est vraiment lui qui est sur le terrain, il passe 2 à 3 jours par semaine, tu sais, sur le terrain pour aller rencontrer tu sais, des gérants d'épicerie, des gérants de magasins, tu sais, des naturopathes, toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui vont être en contact avec le consommateur. Et je vois pas une meilleure personne qui pourrait faire ça que lui, parce que je sais qu'il lâchera jamais rien. Et il aura jamais peur d'aller prendre une personne au fond du magasin pour lui dire, vas-y, goûte mon produit. Et c'est pas parce qu'il y a, tu sais, 3 personnes avant qui lui ont dit non, je veux pas goûter, qu'il va se dire que la 4e, elle va lui dire non. Il va toujours garder cet état d'esprit positif de, je vais trouver la personne qui va goûter, qui va être mon leader d'opinion dans le magasin et qui va aller convertir les autres. On va jamais rien lâcher. Et ça, je pense que c'est notre plus grosse force. Ben, moi, j'ai l'impression que je vois émerger dans qu'est-ce que vous dites, là, que une autre force que vous avez, c'est que vous avez l'air de vraiment beaucoup vous aimer, là, genre, tu sais, depuis tantôt que je pose une question, tu parles de toi, puis après, tout de suite après, tu parles de comment, genre, l'autre personne, tu sais, fait bien les choses, mais c'est cool, c'est beau à voir. Je pense que ça, c'est une autre chose qui m'intéressait puis que j'avais envie de parler, c'est que, tu sais, genre, vous avez une relation, là, vraiment forte, tu sais, vous passez, je sais pas combien de temps à vous entraîner ensemble, puis à travailler ensemble. Je le vois plus que ma blonde. Ben ouais, c'est sûr, là, c'est évident, c'est comme, t'avais pas besoin de le dire, puis je le devinais, mais comment vous prenez soin de cette relation-là, genre, tu sais, est-ce que il y a eu des embûches, puis comment vous avez fait pour passer par-dessus, tu sais, est-ce que vous êtes plus genre à mettre ça en dessous du tapis puis ça finit par passer, ou est-ce que vous avez des outils pour en parler, puis Ouais, bah c'est comme tout, hein, on va à fond dedans. Non, je pense que on passe tout notre temps ensemble, comme tu l'as dit, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on part en vacances ensemble. On part en vacances ensemble, on est amis. Mine, c'était mon témoin de mariage. Enfin, on a vraiment cette relation qui est extrêmement proche, de partenaires, amis, bref, on partage beaucoup de choses ensemble. Mais je pense que la clé dans tout ça, c'est la communication. Et le classique. Vraiment, c'est comme un couple. Ouais, c'est la même chose. C'est d'être capable de se dire les choses, mais aussi être capable de les entendre quand on te fait un reproche, de le comprendre, d'essayer de régler la situation et d'avoir cette volonté de changement en permanence et d'amélioration. Et je pense que autant que personnellement, on essaye tout le temps de s'améliorer, je pense que dans notre relation, on essaye aussi énormément de s'améliorer. Des embûches, on en a eu des tonnes. Des discussions pas faciles, on en a eu des tonnes. Mais je pense qu'on a toujours été capable de passer au travers parce qu'on a été capable de discuter et de s'expliquer les choses, de les comprendre. Et surtout, parce qu'on essaye d'être vrai. On n'essaie pas de se manipuler, on se dit les vraies affaires. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est l'authenticité. Ça prend combien de temps avant que vous dites les vraies affaires? Parce que non mais je dis même pas ça en joke, parce que genre, tu sais, c'est tellement un truc dans notre vie personnelle,
autant en amour qu'en entrepreneuriat, une fois que tu vis le truc puis que t'es dans l'émotion, genre à quel point vous êtes capable de dire bon ben présentement je vis ça, c'est tel truc, ou est-ce que ça prend 2 semaines genre avant que vous dites les vraies affaires? Ah non, t'sais? c'est immédiat. C'est Ah ouais. immédiat. Et puis C'est-tu de la bonne façon? Non, oui. Enfin, oui, non, on a deux. peut... c'est bon, ça, on rentre dans le bon sujet là. Ce que j'adore avec la personnalité de William, c'est ce qu'il fait à la fois sa grande qualité et son défaut, c'est qu'il est direct. Il dit ce qu'il a sur le cœur, il y va pas par 4 chemins, il prend aucun détour, puis il y va bam en pleine face. Donc ça des fait fois mal ou des fois oui, tu vois. Ouais. Après moi j'ai une personnalité et c'est pour ça qu'on se complète super bien avec William. C'est que moi je suis plus calme, j'encaisse, etc. Tu vois. Puis je prends aussi les choses avec beaucoup de recul. Tu sais, je le prends pas perso. Ouais. Et je pense que c'est la bonne manière avec laquelle il faut l'apprendre. Faut l'apprendre comme une opportunité de s'améliorer. Et c'est tout ça. Je trouve que c'est toujours un bon feedback supplémentaire pour se dire bon ben. Ok, peut-être qu'il est dans un mauvais jour, tu sais, quand il s'en emporte trop, mais il y a toujours une part de vérité dans ce que les gens ils vont te dire. Donc, ce qui est super important, c'est de pas le prendre personnel, puis de garder la conversation ouverte. Et c'est ce qui a fait que notre relation, tu sais, elle s'enrichit, elle évolue, puis elle progresse. Puis moi, ce qui m'importe, et William aussi, il a très ça à cœur, c'est un gars très intelligent. C'est le fait que on veut progresser, tu sais, en tant que partenaire d'affaires, en tant que ami. Ouais. Tu sais, on veut progresser sur tous les plans, on veut s'entraider, tu sais, pour grandir ensemble. Et c'est le plus important dans toutes les relations que tu vas avoir dans ta vie. Puis tu sais, genre moi puis Michael, on parle souvent de ça, d'essayer de détruire un peu les limites qu'il y a entre la vie personnelle puis la vie professionnelle. Puis c'est un peu ça que j'entends dans qu'est-ce que vous faites, tu sais, dans le sens que tu sais vous tu sais il y a plus, c'est dur de tracer la limite entre ça c'est la partie où on est amis, ça c'est la partie où on est partenaire d'affaires. C'est comme si tout va s'emboîter les uns dans les autres, puis quand vous vivez un truc qui, tu sais, mettons il arrive un élément puis là il y a quelqu'un qui s'emporte, ben souvent ça a une influence sur, tu sais, ça provient, la source de ça provient pas juste de genre l'élément qui a fait qu'il y a eu un peu de discorde par exemple, ben ça va venir de tu sais, t'es qui comme personne, puis qu'est-ce que t'as vécu avant, puis là tu réagis fort face à une situation, mais au final c'est parce que je sais pas, tu sais, tu te sens rejeté, tu te sens pas respecté, tu sais, mais ça ça vient de qu'est-ce que t'as vécu, fait que tout est mélangé ensemble, tu sais. Est-ce que vous avez un peu l'impression que vous essayez de détruire ces limites là, ou est-ce que vous avez une façon de garder ça c'est la job, ça c'est autre chose, ou non, c'est vrai que je trouve que c'est quand même vraiment à chaque fois un tout là. On mélange tout, mais une des manières moi que j'ai trouvé très utile, tu sais, pour essayer parfois de dealer et de passer à travers tu sais, certains feelings, puis de segmenter un peu les choses parfois, parce que parfois c'est important, comme tu dis, parfois on va être dans un meeting, on va s'énerver, puis en fait on va être pas du tout sur la discussion qu'on devrait avoir, puis on va faire appel à d'autres feelings. Mais souvent j'aime bien l'illustrer de cette manière-là, mais c'est de se dire, ben écoute, tu sais, là, Mine, mettons, on est dans un meeting d'associés, là on prend nos casquettes d'associés, on se parle comme associés, on fait abstraction de des autres choses, ou à l'inverse, là on parle pas de, tu sais, d'associés pour la gestion de l'entreprise, mais on va plus avoir nos casquettes d'employés, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la relation qu'on a en ce moment, c'est quoi les problématiques qu'on veut gérer, pour vraiment recentrer les choses en fait sur le problème qui va servir en fait à l'entreprise en règle générale, puis toujours ce qu'on va chercher en fait dans une discussion ou dans une discorde, ça va être de bénéficier à l'entreprise. C'est rarement sur des points personnels où on essaie toujours de ramener ça à l'entreprise. Là, c'est qui les deux personnes qui se parlent là. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui permet souvent de faire la distinction un petit peu de, attends, là on se parle de qui à qui là, pour justement ramener les choses au bon endroit. Et puis dans la manière de gérer la discorde, il y a un truc que Mine m'a vraiment inculqué et que je trouve vraiment hyper intéressant à partager, c'est l'aspect de, dans une discorde, c'est toujours à tort partagé. Il y a toujours, tu sais, 50%. Là. Il y a toujours une personne, tu vois, il y a toujours du tort dans les deux personnes, de sorte à ce que ça te permet de te remettre en question, de dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai fait de pas bien,
ou qu'est-ce que lui pourrait interpréter que j'ai fait de pas bien pour mettre de l'eau dans son vin puis arriver à quelque chose de positif à la fin. Et je trouve que ça c'est le plus important parce que moi je suis déjà rentré plein de fois dans des Discord en me disant tu sais j'ai 100% raison puis en vrai c'est jamais vrai quoi. Ouais. T'as toujours une partie où t'as tort Ouais. et c'est important de savoir se remettre en question et c'est comme ça que tu peux bâtir puis continuer à avancer. C'est comme, tu sais, ce que tu dis, c'est qu'il y a tout le temps un shift de perspective ou tu sais, entre deux personnes qui voient la vie d'une façon, puis que, oui, il y a un problème, mais que, genre, les deux personnes peuvent avoir leur raison en même temps, parce que toi, Ouais. tu dis tort, mais en même temps, c'est que s'il y a tort, c'est qu'il y a raison aussi. Bien sûr, ouais. Tu sais, il y a comme cette partie-là. Moi, je trouve que ce qui m'a aidé le plus dans ma vie à gérer des disputes, genre, c'est au lieu de dire il y a deux personnes qui ont tort, c'est de dire bon ben qu'est-ce qui fait que l'autre personne vit ce qu'elle vit, tu sais, de cette façon-là, puis d'essayer vraiment de la comprendre le plus possible, puis d'utiliser mettons je sais pas des images souvent, tu sais, pour dire bon ben là t'es dans tu vis ce rôle-là par exemple, puis ça fait que tu réagis de cette façon-là, puis t'as vécu telle affaire dans ton passé. Ça vient difficile, là, ça prend quand même un aspect psychologique quand même assez fort, mais je trouve que ça permet de rentrer dans l'empathie pour l'autre, tu sais. Ouais. Au lieu de dire, tu sais, parce que dans le fond, quand tu dis moi aussi j'ai tort, c'est comme si, d'une certaine façon, je pense que tu t'en viens à dire j'ai de l'empathie pour moi-même parce que ça se peut que je me trompe. Ouais, exactement. Mais en même temps, si tu peux avoir de l'empathie pour l'autre aussi dans la discussion, c'est vraiment plus facile, tu sais, de dire bon ben t'as tort, puis là les deux, tu sais, dans une discussion, dans une dispute, c'est rare qu'il y a deux personnes qui sont pas dans leurs émotions puis qui sont calmes, tu sais, c'est souvent ce qui fait monter la dispute puis le niveau d'intensité, c'est que les deux personnes rentrent dans les émotions, puis ils rentrent puis ils réagissent ensemble puis ils se frappent les uns contre les autres. Puis juste de réaliser qu'on est dans ce moment-là, je trouve que ça aide, tu sais. Exact, ouais. Puis dans le fond, justement, en parlant de force puis de faiblesse, tu sais, vous en avez parlé beaucoup, mais est-ce que vous avez des gens qui vous aident autour de vous pour soit sur cet aspect-là plus humain ou autant, tu sais, dans l'entrepreneuriat en général? C'est qui est là autour de vous, genre, pour vous soutenir? Je pense que en business c'est tellement important d'être bien entouré. Donc nous on a toujours essayé d'avancer justement en posant les questions aux bonnes personnes. Donc ça, il y a eu beaucoup de mouvements entre guillemets dans les gens qui nous entourent parce qu'on va aller voir mettons telle personne qui est bon en finance parce que là on a un problème de finance à gérer. Puis on va le voir régulièrement pour essayer de régler ce problème-là. Et ça a souvent été comme ça, donc on a toujours été super bien entourés, on a toujours trouvé des personnes, ça je trouve que c'est vraiment une des forces du Québec actuellement, là, d'être capable d'avoir accès en fait à des ressources de manière entre guillemets gratuite, parce que les gens le font pour aider les personnes autour d'eux, pour promouvoir l'entrepreneuriat, et ça c'est vraiment je trouve une énorme richesse dont avec Mine on essaye de vraiment profiter au maximum, et puis également de redonner de la manière dont on peut aussi, quand de plus en plus en fait on se fait contacter maintenant pour donner des conseils, alors qu'avant on était plus dans cette position là où c'était nous qui allions tout le temps demander à d'autres personnes. Et là récemment on a pris la décision de bâtir un comité aviseur pour justement être entouré de manière beaucoup plus pérenne et beaucoup plus régulière et beaucoup plus encadrée. Donc, tu sais, on a parlé un peu d'entraînement puis d'entrepreneuriat, puis je pense que autant que les athlètes sont sujets à avoir du surentraînement, l'entrepreneur peut être sujet au burn-out. Comme vous êtes quand même assez familier avec les deux, tu sais, comment vous faites attention justement à ce que vous vous rendiez pas là? Ah ouais, on flirte avec la limite. Ah ouais. Ouais. On s'est rendu proche plusieurs fois parce que on travaille comme des bourrins quoi, et par moment avec Mine on se regarde, on se dit faut qu'on lève le pied un peu quoi. Ouais, ça c'était un gros challenge pour nous vu qu'on est des gros bosseurs, et on s'est rendu compte je dirais là dans la dernière année que c'était important d'avoir une vie à côté, puis que ok le business c'est important pour nous en termes de réalisation personnelle, mais c'est aussi important de construire quelque chose à côté
parce que tu sais, il y a tellement de risques aussi en entrepreneuriat, comme tu le sais. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc c'est super important. Donc là, on prend plus de temps pour nous, tu sais, avec la maturité, c'est du temps qu'on prend plus les fins de semaine. Même si on continue à travailler beaucoup, mais c'est important, tu sais, pour avoir un équilibre. Tu peux pas être à fond tout le temps, tu vois. Non, c'est ça. Donc ça, c'est un truc qu'on a appris avec les années. Puis en fait, j'ai lu que justement vous aviez eu un petit divorce au début avec un troisième cofondateur, justement à cause du rythme que vous aviez qui semblait probablement trop élevé pour le sien. Est-ce que vous avez envie de parler de ça un petit peu, tu sais, Ouais, non, aimeriez pas, 100%, on est super ouvert avec ça. Non, je pense que évidemment il y avait deux poids et deux mesures, tu sais. Puis le problème quand t'es trois dans une compagnie, c'est que malheureusement ça donne souvent un poids inégal avec un 2 contre 1 ou deux personnes en tout cas qui sont plus proches que la troisième. Ouais. Et ça arrive quand même assez fréquemment dans les entreprises. Nous puis en fait c'est marrant parce que t'en apprends souvent à posteriori, tu sais, après que Antoine était parti de l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit bah oui, c'était évident, vous étiez tellement différents. Ouais. Mine et toi, vous êtes pareil, vous êtes les deux à fond, gros bosseurs, et puis Antoine était moins comme ça. Donc je pense que oui, à un moment donné ça crée un clash, surtout que nous on était vraiment très extrêmes quand même dans ce côté-là, dans ce côté pas s'écouter, aller à fond, et Antoine était plus extrême de l'autre côté, à beaucoup s'écouter, tu sais, à régulièrement, tu sais, aller consulter pour tu sais différents problèmes de santé qu'il pouvait avoir ou ressentir. Donc on était très opposés sur ce point-là, et je pense que c'était un irritant quand même dans la business. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est quand même une des parties les plus importantes qui a créé une scission un peu au milieu de nous trois. Ben ouais, puis tu sais, c'est pas parce que c'est pas une bonne façon la sienne, mais c'est juste que sur 3, vous Exactement. avez 2 personnes qui voulaient foncer, Exact. puis une qui voulait plus y aller à son rythme. Exactement. Puis les 2 façons auraient pu te faire de NAC une bonne entreprise, mais là vous Ouais. aviez trop ça fort dans votre couleur, Ouais. parce que vous étiez 2 qui avaient envie de, tu sais, comme des Ouais. chiens qui ont envie de courir tout le temps. Ben, Tout à fait. fait que au final, vous avez réussi à bien le vivre cette séparation-là, ou ça a été plus... C'était difficile. C'était quand même... Je trouve que quand il y a de l'émotionnel, tout ça, c'est probablement les choses les plus difficiles à gérer. Tu sais, c'est forcément c'est comme un divorce quand même. Après, je trouve que ça s'est quand même relativement bien passé, mais on passe par des états émotifs qui sont compliqués. C'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Donc non, c'est pas évident. Après, je pense que tout le monde a été suffisamment intelligent pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Et puis que tous on en sorte content au final. Maintenant, je pense qu'on pourrait parler un peu de l'entreprise elle-même, si vous avez envie, de nous dire c'est quoi vos prochains défis, où vous en êtes en ce moment, puis qu'est-ce qui, de quoi vous avez besoin, des trucs comme ça là. Là, on continue à asseoir notre présence, tu sais, au Québec en particulier. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 1000 magasins. On a une gamme de produits, tu sais, on a une gamme de barres énergétiques, protéinés, on a des bouchées, on a de la poudre. Donc, on a vraiment beaucoup de produits, tu sais, qui sont présents à la fois dans des boutiques de sport, dans des épiceries d'aliments naturels. Là, on commence à rentrer dans les supermarchés, tu sais, on commence à avoir une bonne présence dans les IGA, dans les métros, dans les Provigo. Donc là, dans les prochains mois, l'objectif, ça va être de continuer, tu sais, à rentrer dans ces magasins-là, augmenter la vélocité des produits dans ces magasins, puis avoir un bon volume de vente, tu sais, au Québec, bâtir, tu sais, la business vraiment solide ici avant d'aller attaquer d'autres provinces. Au début, quand on a commencé, on pensait qu'on devait aller, tu sais, partout au Canada, donc on a quand même jeté, tu sais, des billets, on a quand même testé, tu sais, le marché en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. On s'est rendu compte que on devait d'abord bâtir un beau playbook ici, tu sais, être solide ici avant d'aller attaquer fort dans les autres provinces. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, tu sais, en termes de distribution. Après, en termes de développement produit, William il pourra en parler plus en détail, mais on veut continuer à améliorer nos produits, tu sais, en termes de goût, en termes de qualité,
Tu peux en parler, Will? Ouais, ben en fait, pour parler à l'état plus entreprise, là, ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on a démarré. L'entreprise passe toujours par des phases un petit peu. Et ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que on a souvent des moments où on fonce, boum, 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 on développe, on y va à fond. Puis après, ben forcément, ça crée tout son lot de problèmes et ça crée toujours beaucoup de bruit un petit peu autour. Et après ça, boum, on règle tous les problèmes. Donc là, on est plus dans une logique de couper toutes les choses, de focuser, de reprioriser, de refaire table rase, de tout nettoyer pour repartir et puis rebâtir. Et là, en ce moment, on est exactement dans une phase comme ça, où on a ouvert plein de portes, on a testé plein de trucs, on a fait vraiment beaucoup de choses, on a appris énormément. Et là, on est en train de recentrer les choses pour pouvoir reprioriser sur les bonnes affaires et refaire un gros pas en avant. Donc c'est vraiment des cycles. Et là, on est en train de tout bien restructurer, de tout solidifier, de repenser à toute l'automatisation, tout le modèle d'affaires en fait qu'on met en place pour continuer de l'optimiser et puis de décupler en fait les efforts qu'on va mettre après, mais sur une chose plus spécifique pour avoir un résultat qui va être encore plus optimal. C'est cool comment quand tu parles, genre, on sent qu'il y a une espèce de recul sur les phases que vous vivez. Ben, voir ça un peu comme une espèce de visionnaire. Il faut avoir un certain niveau de conscience, je pense, pour dire, OK, là, c'est là qu'on est. C'est parce que vous l'avez vécu vraiment souvent ou c'est parce que genre, tu sais, ce que tu me décris, là, par exemple, là, c'est-tu un truc conscient que vous faites ou ça s'est fait comme naturellement dans le sens que vous l'avez fait, t'sais, vous avez défoncé plein de portes, puis là, des fois, vous vous êtes dit, bon, ben, on défonce, puis à un moment donné, vous avez vu que, genre, vous vouliez plus continuer à ouvrir des nouveaux marchés parce qu'il y avait trop de problèmes qui s'accumulaient. Puis là, vous êtes comme, OK, là, on défonce, après ça, on recolle, puis on fait un peu, on passe un peu le tamis dans qu'est-ce qui a été bien, puis on enlève le reste. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, à force d'analyser, tu sais, de regarder en arrière, on passe beaucoup de temps à analyser ce qu'on a fait. Parce que je trouve que c'est hyper important pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Tu sais, je vais refaire un lien avec le sport, mais moi, tout de suite après avoir couru mon marathon, j'ai regardé c'est quoi mes splits, c'est quoi le moment, tu sais, c'est lesquels kilomètres, tu sais, est-ce que j'ai été constant tout le long, est-ce que j'ai eu des downs, tu sais, c'est quoi que je dois travailler pour la suite, pour faire un meilleur résultat sur mon prochain. Et en business, c'est pareil. C'est quoi qu'on a fait sur la dernière année, c'est quoi qu'on a fait sur le dernier quarter, c'est quoi qui nous a fait avancer, c'est quoi les choses qu'on n'a pas réussi, c'est quoi et d'analyser ça permet tellement après de remettre en perspective, de se remettre en question, de rebâtir, de refaire des fondations encore plus solides et du coup tu vis après le présent d'une manière vraiment différente quand t'essayes d'avoir comme tu disais, une vision, de voir où est-ce qu'on s'en va, tu sais, c'est quoi les choses qu'on est en train d'accomplir et de se forcer à penser à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ça perd 10 ans. Ben nous on est en plein là-dedans. Nous on a une vision qui est sur 10 ans quoi. 20 ans parce qu'on sait le temps que ça va prendre de vraiment démocratiser le grillon, de rendre ça populaire auprès des gens, changer les habitudes là, ça se fait vraiment pas du jour au lendemain, surtout clairement. Quand tu parles d'intégrer des insectes dans l'alimentation de pays occidentaux là. Ouais, c'est donc là, en regardant, parce que là on a vécu encore des situations super difficiles ces derniers temps, qui nous font prendre des décisions drastiques pour continuer d'avancer en fait dans la bonne direction. Et là, on a pris énormément de recul basé sur l'expérience qu'on avait déjà eue avant, en se disant, écoute, là on est dans le creux de la tempête là. On sait que ça va pas bien, mais on sait, comme Mini disait tout à l'heure, qu'il y a des jours plus heureux et plus beaux en fait derrière. Donc il faut passer ce moment-là. Il faut pas s'affoler, il faut pas s'exciter. On se calme, on souffle. Ouais. Et là, le moment, c'est on règle les problèmes qu'on a actuellement, mais on visualise surtout qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ça arrive, encore une fois. Et quand tu visualises les choses avec suffisamment de recul, ben en fait, tu les prends avec moins d'émotion. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est hyper important en business d'avoir cette capacité justement de se détacher un petit peu de ce qui se passe actuellement pour pouvoir projeter l'avenir. Moi, j'aime beaucoup parler de respect du rythme, là. Autant au niveau entrepreneurial qu'au niveau quand je traite en ostéopathie, je suis tout le temps en train d'être d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne que je traite, puis de voir est-ce que là c'est un moment pour que je force ou est-ce que c'est un moment pour que juste je sois à l'écoute puis que je laisse un peu ce qu'il y a à se faire dans le corps se faire de lui-même, genre, tu sais. C'est sûr qu'il faut connaître un peu l'ostéopathie pour comprendre ce que je viens de dire, mais en même temps on comprend que
des fois il y a des moments où il faut forcer, puis d'autres fois où faut plus être dans Laisser reposer. laisser les choses aller dans le fond, puis pas forcer, parce que c'est un peu à l'image d'une tortue, tu sais, qui est dans l'océan. Je sais pas si tu avais déjà entendu ça, mais les tortues, ça a l'air qu'ils nagent avec le courant, puis quand la vague revient, puis il va pas dans la direction qu'ils veulent, mais là, ils arrêtent de nager pour pas dépenser L'énergie pour rien. trop d'énergie, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que quand vous parlez, je trouve ça un peu challengeant, parce que c'est pas du tout la façon que moi puis Michael, on décide d'entreprendre, mais c'est vraiment challengeant parce que on se dit, ok, bon ben là, en ce moment, ça va pas bien, tu sais, parce que on n'a pas ce qu'on a besoin, par exemple. Mais au lieu de se dire, ok, là, on va faire 1 million d'appels, comme si à la manière qu'on pourrait swiper sur Tinder pour trouver la bonne fille, là, 1 million d'appels pour trouver un investisseur, par exemple. Mais on se dit que on va juste le rencontrer éventuellement, tu sais. Fait qu'on s'entend qu'il y a un gap pas mal dans je pense, là, Ouais, dans comment vous vivez cette façon-là d'entreprendre. Puis moi, c'est sûr que là, ce choix-là, il est difficile parce qu'il est culpabilisant, tu sais. Ben, je me dis, ok, ben, là, je suis pas en train de forcer, fait que peut-être que je devrais parce que tout le monde autour le fait, tu sais. Mais dans ce truc de respect du rythme-là, je pense on dirait que vous commencez à le vivre de plus en plus, tu sais, dans ce que vous parlez, tu sais. Absolument. Tu sais, on parlait au début quand on a commencé, on allait défoncer des portes, on essayait de convaincre tout le monde. Maintenant, on a plus de recul, tu vois. C'est-à-dire que si un magasin, si une personne veut pas travailler avec nous, on va moins insister comme avant, tu sais, on va être plus patient, puis on va se dire, c'est quelqu'un qui dans le degré d'acceptation du grillon, il est pas encore rendu, tu sais, il est plus dans la cour de l'innovation, il est plutôt éloigné, mais c'est quelqu'un qu'on va convertir plus tard dans 6 mois. Ça va prendre 2 ou 3 étapes en plus. Ok. Donc oui, j'adore ton parler avec la tortue et la manière dont tu traites tes patients en ostéopathie, parce que oui, il faut aussi tu sais, composer avec l'environnement, tu sais, pas tout le temps aller contre le sens de la vague, puis quand la vague est dans ton sens, c'est là où tu mets un bon coup d'accélérateur, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je trouve que la vie et l'entrepreneuriat, c'est une question de timing, tu sais, en général, donc faut être là, présent, tu sais, avoir le hustle, tu sais, au bon moment, quand tous les facteurs sont au vert. Ouais, c'est un peu comme ma question, ce serait tu sais, à quel degré vous pensez que vos efforts sont efficaces, tu sais, genre est-ce que tu sais au début, c'était comme 100% d'efforts pour 10% d'efficacité. Puis là, ça l'a changé, j'imagine. Tu sais, vous êtes de plus en plus efficace dans votre façon de faire. Tu sais, puis est-ce que, sachant comment vous travaillez aujourd'hui, il y a des choses que vous auriez fait différemment ou vous pensez que genre il fallait défoncer? Puis, Non, mais aucun regret. Dans la vie, franchement, moi, je suis vraiment partisan du aucun regret, quoi. On a fait ça, c'était notre chemin, c'est notre histoire. On prenait la bonne décision à ce moment-là. Je vais jamais remettre en question ça, quoi. Mais oui, on a tellement appris. Ouais, on a tellement appris. Puis je pense que, tu sais, de ce que disait Mine un petit peu, on essaye de faire un peu plus attention à nous maintenant, de valoriser, tu sais, plus du temps qu'on va pouvoir passer en famille, entre amis, pour tu sais, déconnecter, décrocher aussi un petit peu du business et de ce qu'on fait. Ben, d'avoir cet objectif de vie là, ça nous oblige aussi à être plus efficace dans notre méthode de travail et dans nos prises de décision et tout ça. Et de là, en fait, ben, on a grandi énormément. On a aussi passé plus de temps maintenant à prioriser nos opérations. Tu sais, comme il disait, avant, on aurait essayé de convaincre tous les magasins. Aujourd'hui, il y a certains magasins, ben, on sait très bien que c'est pas maintenant, ça va être dans 6 mois. Perds pas ton temps à essayer de les appeler, puis 3 fois par semaine, là, pour que les mecs, ils commandent tes bars. C'est pire, là, tu sais, des fois. C'est pire, tu te desserres. Ouais. Laisse-les venir au moment où, tu sais, ça va être prêt. Donc, c'est parfois. De la séduction, c'est la même chose, tu sais. Si t'es pas à l'écoute de la personne en avant de toi que tu veux séduire, par exemple, là, ben, ça se peut que si tu l'écoutes pas, comme on voit des gens faire, là, c'est pire, là, tu sais, là, ça s'en va, là, tu sais. Bah ouais. Fait que d'être à l'écoute, c'est vraiment super important. C'est hyper important. Et donc de là, forcément, bah tu te dis, bah je vais focuser sur les endroits où ça marche bien. Bah puis regarde, ça marche encore mieux finalement, parce que tu mets toute ton énergie dans un truc qui est déjà positif et qui fonctionne. C'est ça. Et en fait, de fil en aiguille, tu te rends compte que ça devient un modèle de pensée, un modèle décisionnel que tu essayes d'appliquer à tout dans ta vie et partout. Donc c'est clair qu'on a tellement appris, puis on va encore tellement apprendre, quoi. J'aimerais ça qu'on parle, il y a un dernier sujet que je vais aborder, puis ensuite il y a les questions qui reviennent à chaque épisode que je vais vous poser, puis le truc que j'ai le plus envie de parler de toutes les choses, c'est surtout l'aspect environnement puis santé, tu sais.
C'est quoi un peu votre position par rapport à ça? Parce qu'on sait que c'est un peu pour ça que vous le faites. Comment ça s'intègre un peu dans qu'est-ce que vous faites? Bah, vas-y Mine, on en a parlé en plus juste avant là pendant notre pause lunch. Alors c'est clair que là dans notre période là, dans notre histoire de l'humanité, il y a des gros enjeux environnementaux. On le voit, donc il y a la planète qui se réchauffe. Il y a aussi plein d'enjeux sur la nutrition. Maintenant, les gens sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils mangent, de ce qui est bon pour eux, pour leur santé, pour l'environnement. Et l'environnement, ça a pris une part très très importante dans l'esprit de la nouvelle génération des milléniaux que les générations d'avant n'avaient pas forcément. Donc nous vraiment on se place vraiment à la croisée de toutes ces tendances. Les gens ils veulent mieux se nourrir tout en réduisant leur impact sur l'environnement pour préserver l'humanité et la survie de l'espèce humaine. Et la solution que on apporte avec les grillons, c'est une solution qui est pas tellement novatrice que ça. En tant qu'être humain, on mange des insectes comestibles depuis la nuit des temps. On était des chasseurs-cueilleurs, on en mangeait. Donc c'est comme un truc qui revient au goût du jour. Et puis en Occident, nous, les personnes qu'on va toucher, c'est les personnes qui sont flexitariens, qui veulent réduire leur consommation de viande pour toutes les raisons que j'ai exposées avant, sans devenir vegan ou qui veulent pas se limiter. Donc d'un côté, t'as les personnes qui mangent de la viande, et à l'autre extrême, tu as les véganes. Nous, on va toucher toutes les personnes qui sont au milieu, qui veulent mieux se nourrir, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Donc, on n'est pas des extrémistes, on va pas, on veut encourager les gens à diminuer leur consommation de viande pour mieux s'alimenter. On est au centre, nous. Voilà. Votez grillon. Exactement. Et puis le grillon, ça va vraiment toucher. On pense que c'est des études qui le montrent, mais on peut avoir un impact tellement fort sur la réduction de notre impact sur l'environnement grâce à l'alimentation. On mange tous les jours, puis ça produit énormément de problèmes. L'élevage de viande, tout le monde en parle. Ça va jusqu'à déforester les forêts primaires en Amazonie, en Indonésie, parce que on va cultiver du soya pour nourrir justement le bétail. Le bétail. Donc ça crée un problème qui est vraiment énorme. Donc les grillons, ça nécessite 2000 fois moins d'eau que l'élevage de bétail. Ça émet 100 fois moins de gaz à effet de serre. Ça va pas déforester les forêts primaires parce que c'est un élevage qui prend très très peu d'espace, qui est très très efficient et qui est un élevage qui est vertical. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que l'ONU a sorti des études et apprenait le grillon comme l'une des solutions les plus éco-responsables pour aller nourrir la planète, dans le nouveau millénaire là. Super. Quelque chose. Ouais, je pense que le point qui est vraiment important puis intéressant, que Mini dit, je trouve, c'est vraiment l'aspect extrémiste. Il y a beaucoup de mouvements qui sont toujours dans l'extrémisme, de pousser une pensée vraiment à l'extrême. Nous, je trouve qu'on s'inscrit beaucoup plus dans quelque chose de tempéré, en fait, dans du bon sens, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment un choix de bon sens. On va pas pointer du doigt les gens qui mangent de la viande, mais on va plutôt essayer d'encourager les gens à diminuer leur consommation de viande, puis substituer la protéine que vous cherchez dans la viande par une protéine qui est beaucoup plus verte. Et c'est vrai que nous, on encourage de consommer de manière responsable et de manière intelligente. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des choses qui polluent, je veux dire, on fait tous des choses qui polluent, parfois on le sait même pas, donc on n'est pas des exemples, mais on essaye de juste ramener du bon sens un petit peu sur la planète. Je pense que c'est la meilleure manière de penser. Si tout le monde pensait avec du bon sens, on serait probablement pas où on en est aujourd'hui. Ouais, après faut définir c'est quoi le bon sens, puis tout le monde a sa propre version. Il y en a qui ont tort dans tous les débats. Exactement. Donc en fait c'est un peu pas mal la première question que je voulais vous poser. Ma question c'était, c'est quoi le message que vous aimeriez comme léguer? S'il y avait un message, mettons l'image c'est t'as l'inconscient collectif là, puis tu peux juste dire une phrase dedans ou à peu près, puis dire bon ben ça c'est le message qui est le plus fort pour moi, puis comme Jésus c'était genre aimez-vous les uns les autres là, puis ça a marqué 2000 ans d'histoire là.
Mais nous, c'est carbure au grillon. Ouais, c'est ça. Carbure Carbure au grillon, sauve la planète. Mais c'est sûr que c'est pas ça ouais, c'est plus sauve la planète que carbure au grillon, tu sais. Ouais, c'est les deux, évidemment, mais c'est non, mais parce ce qu'à la serait base, quoi, nous, notre mantra, c'est ça que tu veux chercher un peu ou ouais, genre le message là que vous portez, votre mission de vie, genre le truc le plus fort, tu sais, c'est parce que ce que je veux dire, c'est, tu sais, je veux dire, bien que le grillon est une solution, puis que, tu sais, vous y croyez, c'est pas le grillon que vous aimez le plus, c'est la planète, tu sais. Mais nous, c'est, tu sais, c'est profiter de l'environnement et le protéger, quoi. Bon, c'est ça. C'est l'environnement, genre votre quête ultime. Exact, mais parce que on est des personnes d'outdoor, quoi. C'est nous, c'est le, tu sais, c'est l'environnement en tant que tel, c'est l'extérieur. Tu sais, on aime voir le monde extérieur comme un terrain de jeu qu'on a envie de profiter. Tu sais, je fais beaucoup de plongée aussi. J'aime ça, tu sais, protéger les fonds marins, protéger les montagnes dans lesquelles on va courir. J'ai envie que on puisse continuer après des générations et des générations à trouver la planète dans cet état-là et de pouvoir profiter de chaque instant et de chaque partie du globe en prenant soin. Donc je pense que c'est ça le plus important. Donc ça serait comme genre, si je résume, protégeons notre terrain de jeu, tu sais. C'est un peu ça votre message. Ouais, exactement. Ouais, cool. Pour le léguer aux générations futures, à nos enfants, pour qu'ils continuent à s'amuser comme nous on le fait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ensuite, j'aimerais ça que chacun vous choisissiez un moment tournant dans votre vie, genre le moment tournant. Ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec l'entreprise, mais tu sais, un truc qui a vraiment changé comme. C'est une bonne question. Moi, tu vois, j'y vais vraiment top of mind là. Tu me parles d'un moment, tu sais, tournant dans ma vie. Moi, je pense que c'est une rencontre, avec un de mes meilleurs amis encore actuellement, qui m'a donné le goût de penser et de croire que je pouvais changer les choses et je pouvais influencer les choses et le cours de ma vie tel que je le souhaitais. C'est-à-dire une grosse prise de confiance en moi, en mes capacités à changer les choses. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui avec Mine, de vouloir influencer le cours de la vie des gens et de leur donner le goût de consommer, tu sais, du grillon parce que on pense que c'est mieux pour la planète et puis toutes les études le démontrent. Je l'aurais pas fait si j'avais pas rencontré cette personne qui est un de mes meilleurs amis, qui était aussi un de mes témoins de mariage et qui m'a motivé vraiment à prendre confiance en moi, tu vois, et à y aller à fond dans la vie, quoi. C'est-tu parce qu'avant, tu te sentais un peu dépassé par l'événement puis tu disais, on peut rien faire ou... Non, j'ai jamais été trop dépassé dans la vie. J'ai quand même toujours été très confiant en moi, mais là, ça m'a comme amené à un autre level de me dire... tu peux faire ce que tu veux si t'y crois, si t'as confiance en toi. Puis c'est une rencontre qui est liée aussi beaucoup au sport, parce que c'était un ami avec qui je nageais et avec qui je m'entraînais. Et cette capacité de t'implanter une idée dans la tête et de te dire je vais nager en bas de 25 secondes aux 50 mètres nage libre. Je peux le faire, je suis capable. Faut que je mette les choses autour de moi, tu vois, pour me permettre d'atteindre cet objectif-là. Faut y croire. Et c'est un déclic. Et quand tu penses et quand tu prends le problème à la base, tu te dis mais je peux pas faire ça. Et c'est la même chose que là, on est en train de se dire, on va aller courir la Diagonale des Fous, qui est un 170 km dans l'île de la Réunion avec 10 000 mètres de dénivelé. Quand tu cours un marathon, tu te dis mais je peux pas faire 4 fois ça là, c'est n'importe quoi. Ouais, en montagne, dans un environnement qui est chaud, qui est humide. Donc c'est toujours ça, d'aller essayer de se dépasser puis d'aller chercher c'est quoi le plus gros truc que je peux faire pour après encore continuer à prendre sur moi et avancer. Donc ouais, une rencontre. Cool. Moi aussi c'est des rencontres, je pense que ça change vraiment la vie. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, oui, c'est quand on était au championnat du monde et qu'on a fait cette course avec William à Cozumel dans un endroit vraiment paradisiaque. Toute l'énergie, toute l'intensité, tout l'entraînement qu'on a mis, tu sais, pour s'en arriver là, puis franchir la ligne d'arrivée. À ce moment-là, c'était vraiment magique. Et puis là, je me suis dit, waouh, on est genre si on s'en donne les moyens,
on peut accomplir des choses vraiment folles dans la vie, puis il y a vraiment aucune limite. Mais tout ça, c'est il faut mettre de la sueur, puis il faut mettre des objectifs, il faut rêver. Tout le monde est capable, tu sais, d'accomplir ses rêves. Puis faut croire en soi. Puis ce que j'adore justement avec le sport et ce moment-là, c'est que c'est comme si le temps s'arrêtait, puis que tu regardais tout le cheminement pour en arriver là. Et puis là, tu dis waouh, genre j'en suis arrivé là grâce à cette personne-là que j'ai rencontrée, à mes parents, puis à mon entraîneur, puis à mon ami avec qui je m'entraîne, tu vois. Donc c'est toute cette succession où là t'as un instant de gratitude et là tu dis merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à en arriver là, tu vois. Ben, parlant de gratitude, les gars, merci de votre partage, c'était vraiment cool, super intéressant, puis merci de m'avoir reçu. Merci Jeff, c'était vraiment super. Yeah, cool. Merci. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous invite à aller sur le site web de NAC au nacbar.com pour connaître tous leurs produits et placer vos commandes des snacks écologiques et performants NAC. Pour ce qui est du podcast, partagez-le à vos amis et à votre famille. C'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre de l'ampleur. Aussi, on va poursuivre les discussions sur le groupe Facebook du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement aider pour la visibilité. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine fois.